Salut tout le monde. On va commencer. Présenter vite fait. Je m'appelle Antoine. Je suis un ancien de l'ESILV. Et ça fait 4 ans que je bosse dans cette industrie-là, les cryptos. J'ai fait du conseil, mais bon, ça me faisait un peu chier pour être honnête. Une boîte bien corporate avec des réunions pour préparer des réunions, ce genre de choses. C'est sympa quand même pour apprendre et pour commencer. Sinon, j'ai fait pas mal de code et j'ai participé à pas mal de projets open source de l'écosystème qui m'ont permis moi, pas mal de me développer, d'apprendre à coder comme il faut. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai donné des cours justement à l'ESSEC l'année dernière. Donc c'était très sympa comme expérience. Et j'ai des projets en termes de sécurité, des programmes dans ce domaine-là, cybersécurité. Parce que là, on gère quand même de l'argent, des thunes, donc c'est quand même pas mal si le programme est safe, c'est un peu mieux. Euh, voilà, bidouiller à droite à gauche aussi des projets pour essayer d'en prendre. Et me voici aujourd'hui devant vous pour parler du concept de base de la blockchain en général. La blockchain, c'est apparemment une blockchain, c'est plusieurs blockchains différentes. Chacune fonctionne avec des spécificités. Mais bon, il y a quand même des énormes points communs. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Juste pour situer, vous êtes des étudiants, ingénieurs, commerce, tout ça, tout. Ok. Bon, du coup, j'ai essayé de pas trop faire technique, pas trop faire geek. Donc voilà. Donc on va commencer par voir les concepts de base. André a bien introduit au début. Les avantages, les inconvénients, donc tout ça. On va parler un peu de cryptographie, des bases. La cryptographie, c'est grosso modo la science des codes secrets. C'est utilisé vraiment partout dans l'informatique. Et puis, on va parler d'un peu de blockchain que Bitcoin et de smart contracts. Enfin, petit récap de ce qui a été dit juste avant. Bitcoin, c'est créé en 2008. Euh, la doc était sorti en 2008. Le projet est lancé en 2009, juste après la crise de subprimes aux États-Unis. Euh, Est-ce que ça a été créé à la suite de ça? Non, pas vraiment. C'est une coïncidence assez grosse, dans le sens où un projet comme ça prend quand même une année à créer, à créer, à inventer. Donc, je pense qu'il avait ça en tête depuis 2005-2006, ce créateur, Satoshi Nakamoto. C'est une personne totalement anonyme. D'ailleurs, est-ce que c'est une personne, un groupe de personnes? On ne sait pas vraiment. Et, est-ce que tu peux faire tout ça tout seul? Je ne suis pas certain. Tu pourrais, je pense, mais je pense qu'ils étaient plusieurs. Et ils sont retirés du projet assez vite, à partir du moment où l'enseignant a commencé à poser des questions sur le sujet, premier contributeur. Donc, il a disparu depuis cette date-là. Euh, Bitcoin, principalement, c'est un système de paiement pair à pair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tiers de confiance au milieu pour faire l'échange de valeur. C'est de toi à moi, sans banque au milieu. Et ça, c'est assez sexy comme fonction, un peu comme du cash au final, du cash digital. Et euh, ça a permis aussi quelque chose d'autre, c'est le concept d'unicité sur Internet. Aujourd'hui, quand tu veux envoyer, je sais pas, un email, par exemple, c'est un copier-coller depuis ton ordinateur jusqu'au serveur de Microsoft ou Apple, puis sur l'email, tu recevras en question. Il n'y a pas d'unicité. Euh, Là, ça a permis la création de ce concept-là. Un échange de valeurs décentralisé, c'est vraiment le concept fondamental de cette industrie décentralisée. On va faire confiance à un système ou alors plutôt un ensemble de personnes qui participent au système pour faciliter les échanges de valeurs. Bitcoin, le créateur de Bitcoin a juste inventé ce concept-là de valeur sur Internet, mais techniquement, en soi, c'est des pièces qui existaient déjà à ce moment-là, avec un mélange de concepts de cryptographie et de théorie des jeux. La théorie des jeux, c'est un domaine où il y a plusieurs participants et c'est étudier le comportement des participants qui ne se connaissent pas forcément, avec des notions communes.
le hash, les blocs, les transactions, les systèmes de consensus, etc. Une feature importante de Bitcoin, c'est la résistance à la censure. Euh, alors, vous allez voir que Bitcoin, c'est quand même très politique, comme outil. Euh, la résistance à la censure, euh, est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est pas mon propos, c'est juste que c'est une feature inhérente à ce système-là. Personne ne peut t'empêcher d'effectuer une transaction. Donc, forcément, au début, une des premières utilisations de Bitcoin, en gros, ça a été pour un projet qui s'appelle Silk Road, qui est une plateforme Amazon, mais de la droite du Chine. Et depuis, évidemment, le mec qui a créé ça est en prison. Mais vous voyez que initialement, euh, première personne qui a vu l'utilité, c'était pas. Mais au final, avec le temps, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça d'utiliser Bitcoin ou même les cryptos en général, tout simplement parce que c'est un système où il y a une transparence de tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais peut être tracé, peut remonter à toi assez facilement, même si c'est pas Antoine Mecker qui a effectué une transaction, c'est 0x, 1, 2, 3, 4, 6. Euh, Au final, toi, forcément, enfin, peut-être que au moment tu vas interagir avec une plateforme d'échange pour acheter ou vendre ton Bitcoin que tu as reçu. Et cette plateforme d'échange-là peut avoir ton nom, ton adresse. Donc, on peut remonter à toi assez facilement. Et il y a des entreprises dont c'est le boulot, justement, de suivre les transactions, euh, d'analyser. Ils font ça aussi pour les services. C'est un système ouvert aussi, en général. Ouvert, ça veut dire que n'importe qui peut y accéder. Tu n'as pas besoin de te créer un compte, euh, ni ton adresse, ton nom, ton email pour créer un compte Bitcoin. Tu viens comme tu es. Et ça, c'est assez cool. Et on peut dire, en tout cas, c'est ce qui se dit souvent, que Bitcoin, c'est l'équivalent digital de l'or. C'est pas ça. Euh, Est-ce que sur tout ça, et n'hésitez pas aussi ouais, à m'interrompre, mais ça peut être une discussion aussi. C'est sympa. Ouais. Euh, En Europe, non. Sauf si tu sais te débrouiller bien avec Tor, le dark web, tout. Euh, En Europe, non, parce que enfin, tout est très surveillé. Mais je pense que dans le monde, tu as des plateformes d'échange qui sont bien shady comme quoi. Et tu peux aussi faire un deal qu'on appelle OTC, Over the Counter, un truc comme ça, où bah, tu fais un accord avec un mec qui a du cash, toi tu as du Bitcoin, il dit OK, on se le vend et ça peut aussi se faire. Mais en Europe, même aux États-Unis, les limites obligées. Les plateformes sont obligées de se le faire de toute façon. Si elles le font pas, elles sont fermées. Alors, entrons un peu plus dans les détails. Bon, il y a pas mal de mots assez barbares, mais c'est pas si complexe que ça à comprendre, au moins en surface. Comme je disais au tout début, il y a plusieurs blockchains qui existent. Ethereum, Solana, des trucs comme ça, Avalanche, il y en a plein. Et chacune a ses propres spécificités. Euh, et il y a la grosse différence peut être, pourquoi pas, ce qu'on appelle l'algorithme de consensus. Euh, Puis aussi, il y a comment la donnée va être stockée sur la blockchain, comment les transactions vont être ordonnées puis stockées sur la blockchain. Je vais parler de l'algorithme de consensus après. Ah. Euh, et les points communs, on va avoir par exemple les transactions. Une transaction, c'est tout simplement, euh, ça peut être l'envoi d'argent, donc, une définition classique pour la transaction, mais c'est tout simplement une interaction avec une blockchain. On veut faire une action sur la blockchain, on fait une transaction. Une transaction, au final, c'est un package informatique qui est envoyé d'un point A à un point B. Et cette donnée-là va avoir plusieurs données associées à elle. La personne qui a envoyé, la personne qui va recevoir, quelle valeur on va échanger ou s'envoyer, et il peut y avoir des données aussi tierces. Par exemple, une des premières transactions sur Bitcoin,
la personne a mis dans les données annexes, je crois que c'était la première page d'un journal qui disait la chute des banques aux États-Unis, un truc comme ça. Donc, on peut mettre des données en plus. Et il y a une espèce aussi de signature cryptographique qui permet à la personne qui fait la transaction, qui envoie de l'argent, de dire bon, je suis bien telle personne, c'est bien moi qui fais la transaction, je dois bien envoyer les sous. Premier gros concept. Deuxième gros concept, c'est le concept de bloc. Il y a plein d'utilisateurs qui vont faire des transactions et ces transactions-là vont être envoyées au reste pour faciliter après l'enregistrement de ces données-là. On va ordonner des transactions avec une certaine liste et au bout d'un certain nombre de transactions, on va créer ce qu'on appelle un bloc. Au final, un bloc, c'est simplement une structure pour ordonner la donnée. Les blocs sont tous liés les uns aux autres. Ça, c'est assez sympa comme feature. Parce qu'au final, tu ne peux pas changer l'histoire. Une transaction, grosso modo, c'est ça. Toi, en tant qu'utilisateur, tu fais, je veux envoyer tant. Ta transaction est envoyée. Un bloc, bon, là, la blockchain est en train de voir toutes les transactions qui arrivent. Et les personnes, les entités qui sont chargées de créer les blocs, d'enregistrer ces transactions-là, vont voir ta transaction qui arrive, vont l'enregistrer dans le bloc qui est là, ça va être validé, et puis le bloc en question est ajouté. Il y a un cycle comme ça qui se fait. Ta transaction est envoyée à tous les participants s'envoient eux-mêmes les données, etc. Et tout ça, ça va assez vite. Et en tant qu'utilisateur, tu vois, bon, ça c'est vite. Et heureusement, d'ailleurs. Euh, les blocs, comme je disais, les participants au réseau s'envoient les informations liées au bloc. Sur les réseaux P2P, c'est P2B, c'est P2B, c'est peer-to-peer, donc peer-to-peer à pair. C'est comme ça, d'ailleurs. Chaque bloc, en fait, va avoir une espèce d'ID associé à lui. Et cet ID-là va être enregistré dans le bloc d'après. Au final, on a une chaîne comme ça de. Voilà. Ce qui fait que si toi, tu as envie de changer un bloc, par exemple le bloc rouge, bah, tu vas être obligé de changer tous les blocs qui viennent après. Euh, Ça, c'est pas possible à faire. Ou alors, il faudrait une puissance de avoir tellement d'ordinateurs, tellement de machines. Oui, mais ça coûte une blinde à faire. C'est pour ça qu'on dit que Bitcoin, c'est super sécurisé parce qu'il y a en fait tellement d'ordinateurs qui font tout le réseau qu'il est impossible pour une seule entité de changer l'histoire derrière. Ça revient à une question qui a été posée juste avant où est-ce que le gouvernement américain pourrait empêcher, interdire Bitcoin voilà. La ouais, seule manière dont il pourrait un peu niquer Bitcoin, c'est en possédant la moitié justement des ordinateurs. Et, ça, je ne pense pas que ce soit physiquement possible. En théorie, oui, c'est quand même pas mal d'argent, mais c'est américain, mais je ne pense pas que ce soit possible. Ouais. Euh, en fait, même si pour que ça ait vraiment un impact, il faudrait que ce ne soit pas que quelques mineurs qui fassent payer. Je pense qu'il faudrait que ce soit une certaine. Maintenant, je n'ai pas le graphique là, mais exactement. Mais en gros, le fait de miner un bloc, c'est le fait de générer en gros un nombre aléatoire sur la machine jusqu'à ce que ce nombre soit la solution à une certaine équation. Ouais, bah, voilà, exactement. Donc, euh, cette équation-là a une certaine difficulté en fonction du nombre de zéros. Euh, et ce nombre de zéros-là dépend de la quantité de
Bien sûr. J'ai- S'il y a beaucoup d'entreprises dans le pays, alors la difficulté va baisser. Mais en fait, actuellement, c'est tellement élevé que nous, et au contraire, euh, ça fait que les entreprises qui n'ont pas fait faillite génèrent plus de chiffres. En fait, elles vont acheter plus de machines, donc elles plus de manutention. Ouais. Euh, En gros, il y a un concept qui s'appelle l'attaque des 51%. En gros, 51%, la fin de la phrase, c'est 2 puissances de Mali. C'est vraiment beaucoup d'anglicisme, cet univers-là. C'est 2% de la puissance de minage. La puissance de minage, c'est euh, la puissance de calcul combinée de tous les ordinateurs qui font tourner la rue. Ça, c'est absolument énorme. Et en fait, vu qu'à chaque fois, quand tu crées un bloc, c'est mineur qui génère des nombres aléatoires en permanence à travers le monde. Euh, Si tu as 51% de tous les mineurs, toi, tu vas avoir plus de chances de trouver ce nombre aléatoire. Et donc, à partir de là, tu peux un peu contrôler euh, ce que tu veux inclure ou pas dans la. Au final, mettons que toi, tu es les 51%, tu vas pouvoir changer l'histoire à un instant T. euh, et pour changer l'histoire, il faut le faire plusieurs fois d'affilée. Changer des blocs plusieurs fois d'affilée. Donc, euh, avec les 51%, tu as plus de chances de pouvoir faire ça qu'avec les 39. C'est quand même probabilistiquement, c'est pas possible. Ouais, ouais. Ah non, il faut aller plus loin. Bah si, parce qu'il faut le faire plusieurs fois. Et donc, bon, ouais, ouais. En théorie, effectivement, tu pourrais, même toi, tu as ton ordi dans ta chambre et tu fais ton truc. Si tu as énormément, énormément, énormément de chance, gagner au loto, mais plusieurs fois d'affilée, plus que ça, tu pourrais aussi, pourquoi pas, dire, bon, bah, ça, c'est la blockchain officielle, mais c'est pas possible. En fait, même en informatique en général, ou en maths, en physique, n'importe, tu as le concept de probabilité. À partir d'un moment, on va dire la probabilité est négligeable, donc ça n'existe pas. C'est un peu ça. Je sais pas si ça répond bien là. Euh, oui, il n'y a pas de seuil officiel, ouais. En fait, je suis pas sûr de comprendre la question. Et, mais écoute, on y discute après. Et ouais, il y avait une question avant aussi, je crois. Ouais. Euh, ouais, statistiquement, ouais. Je peux dire? Ouais. Ouais, c'est ça l'histoire. En gros, toi, mettons que tu commences à miner au bloc 74, là. Forcément, tu vas miner dans ton coin et peut-être que tu vas trouver la solution avant les autres, mais tu vas pas dire au reste du réseau, et les gars, j'ai trouvé la solution, faut mettre mon bloc dans la boucle. Tu vas garder ça pour toi, tu vas continuer à miner dans ton coin.
le reste du réseau fait la même chose en parallèle. Et eux, bah, ils ont plus de chances que toi d'inclure les blocs. Donc, ils incluent les blocs, ça fait des blocs. Mais mettons que toi, tu as énormément de chance. euh, Tu vas faire des blocs dans ton coin et peut-être qu'arrivera un jour où, à la suite, tu auras miné plus de blocs que le reste du réseau. Et là, à ce moment-là, tu peux dire, bah, en fait, les gars, moi, j'ai fait plus de blocs valides que vous. C'est ça la vraie blockchain. Sur Bitcoin, ce concept-là de qu'est-ce que la vraie blockchain, ça dépend de quelle est la chaîne de blocs la plus longue. Là, c'est un peu difficile à expliquer parce que là, on rentre quand même dans des détails profondeur. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas dev dans la salle, désolé. Mais c'est vraiment ce concept de la blockchain officielle, c'est celle qui est la plus longue. En fait, on est dans un réseau. Le mot, c'est asynchrone. Il y a des gens dans le monde qui font tourner les trucs. Et ils n'ont pas tous la même connexion Internet. Ils ne sont pas tous basés au même endroit. Ils n'ont pas tous une fibre optique 3 gigas de vitesse. Et donc, forcément, ils n'ont pas tous les mêmes informations au même moment. Et il faut quand même des règles pour dire à tout le monde, et les gars, c'est ça l'histoire, c'est ça le vrai Bitcoin. Cette règle-là, c'est sous des blocs. Bon, toi, en théorie, dans ton coin, tu pourrais attaquer comme ça, mais c'est pas possible. OK. On était où? On a été là. Voilà. Ça, on en a parlé. Ceci. Autre concept important des chaînes, c'est le concept de wallet, portefeuille. En fait, un utilisateur va être identifié sur le réseau, sur Bitcoin, par ce qu'on appelle son adresse. Son adresse, on peut assimiler ça à un IBAN pour un compte en banque. Euh, et toi, tes sous, tes Bitcoins sont stockés avec cette adresse-là. Pour accéder à ces sous, le seul moyen, c'est d'avoir le mot de passe de ce compte-là. On appelle ça une clé privée. Ça, bah, cette clé privée, vu que c'est le seul moyen d'accéder à tes sous, c'est quand même mieux si tu arrives à la stocker toi-même de manière assez safe. Euh, et bon, derrière tout ça, c'est des maths assez complexes. On appelle des courbes elliptiques, qui font souvent super dur à comprendre. Il voilà. Faut savoir que c'est des maths bien poussées, qu'il y a des trucs qui sont utilisés même un peu partout dans la santé. Euh, à partir de ton adresse, de ton IBAN, du coup, c'est pas possible de retrouver la clé privée associée, le mot de passe associé. Et par contre, toi, si tu as la clé privée, tu peux générer une autre. C'est sympa aussi. Ou toi, en tant qu'utilisateur, tu as juste à stopper ton mot de passe, ta clé privée, et automatiquement, tu vas pouvoir savoir ce que c'est ton mot de passe. Donc au final, dire que je possède un mot, si on complète la phrase, ça veut dire je connais le mot de passe, je connais la clé privée qui permet d'accéder à cette supplément. Et au final, toi, en tant qu'utilisateur, tous ces concepts-là, ça peut être abstrait. En tout cas, c'est d'abstraire ça le plus possible. Tu utilises un logiciel, une appli qui fait ça à ta place, qui interagit avec les protocoles, qui permet d'envoyer des thunes facilement, d'en recevoir, etc. Ouais. Autre concept partagé avec tout ça, c'est le concept de nœud, donc en anglais. Et un nœud, c'est tout simplement un ordinateur qui interagit avec le réseau. Il peut y avoir plusieurs types de nœuds. Par exemple, il va y avoir des nœuds qui vont simplement stocker la donnée, mais il va y avoir aussi d'autres nœuds dont le but, ça va être de valider les transactions financières. Ouais. Euh, ouais, c'est un peu le mélange des deux. C'est un peu le mélange des deux. Mais ton wallet, euh, un wallet peut contenir plusieurs adresses. C'est juste le logiciel qui va t'aider à gérer. Mais en soi, ton wallet, c'est la paire qui est privée l'adresse. Les nœuds, voilà. C'est juste les ordinateurs qui interagissent avec le réseau. Certains peuvent stocker la data et d'autres gagner de l'argent en validant les transactions. Non? Maintenant, bah, eh ben, on va parler d'un concept qui s'appelle l'algorithme de consensus. Euh, j'ai évoqué ça juste avant. C'est la grosse différence un peu entre les blockchains. L'idée, c'est
vu qu'on est dans un monde, un environnement où il y a des gens à travers le monde qui interagissent avec le réseau, avec Bitcoin, par exemple, euh, ces gens-là ne se connaissent pas. Il peut y avoir des gens avec des intentions malhonnêtes. Comment est-ce qu'on fait pour tous se mettre d'accord que l'histoire, c'est bien telle blockchain, que telle transaction est valide, etc. C'est un monde où personne ne se fait. Ça fait sens chalandrais aussi, au problème des généraux byzantins et un truc computer science, de savoir comment est-ce qu'on s'organise justement dans un monde où pas les autres participants. Euh, comment est-ce qu'on peut faire confiance au système et il y a deux gros algorithmes de consensus qui peuvent résoudre ça. Il y en a plus qui sont moins utilisés dans le domaine de la crypto, mais d'autres qui peuvent exister. Les deux plus gros, c'est ça, la preuve de travail, proof of work, et la preuve d'environnement. Ça devient qui se met en place. Leur but, c'est tout simplement de répondre à ces questions-là. Qu'est-ce qui fait qu'une transaction est valide? Qu'est-ce qui fait qu'un bloc est valide? Puis, comment est-ce qu'on sait quelle blockchain est officielle? Ça, c'est par rapport à ce que je disais avant. Euh, on est dans... Les gens n'ont pas tous la même connexion Internet, n'ont pas tous les mêmes infos au même moment. Il y a une règle pour définir ça. Le premier algo, c'est la preuve d'un jeu. C'est celui qui est utilisé par Bitcoin. Et à la base, ça venait d'un, comme je disais au tout début, le créateur de Bitcoin a rien inventé à ce niveau-là. Ça vient d'un protocole qui s'appelait Hashcash. Donc, essayer de prévenir les spams dans les mails. C'est au début d'Internet, donc c'était des systèmes qui étaient innovants à l'époque. Là, l'idée, c'est pour que tout le monde soit d'accord, on va ajouter des maths au système. Les participants au réseau vont devoir prouver aux autres qu'ils ont dépensé de l'énergie pour valider telle ou telle transaction. Et ça, cet effort de calcul, c'est l'entièreté du réseau qui participe. Et du coup, ce concept de fournir de l'effort pour valider et générer de la valeur derrière, puisque quand on valide un bloc, tu as Bitcoin qui va te donner une récompense derrière, qui est l'inflation. C'est pour ça que souvent on dit que Bitcoin, c'est l'équivalent digital de l'or. Pour extraire de l'or, ça demande beaucoup d'énergie, des énormes pelleteuses, des produits chimiques, des trucs comme ça. Ça demande de l'effort extraire, c'est pas simple, et c'est pour ça que aussi l'or tient aussi de sa valeur. C'est un peu la même chose à ce niveau-là. Tous ceux qui participent à l'algo de processus dans Bitcoin, travail, sont appelés les miners. On dit qu'ils minent le Bitcoin. Leur objectif à eux, c'est d'être le premier à trouver un nombre aléatoire qui soit la solution d'une équation. Et en échange de ça, ils reçoivent, alors là, je ne sais plus exactement quel nombre c'est, je crois que c'est 3,25 là maintenant. 3, enfin, dès qu'ils minent un bloc, ils reçoivent une somme, un token, la création monétaire de Bitcoin. Et ce, jusqu'à ce que cette somme, la somme totale des bitcoins, soit de 21 000. Petit à petit, en gros, ça fait gros. Donc ça, là, il y a carrément plus de bitcoins qui sont émis. Alors qu'au début, je pense qu'à chaque bloc, ça devait être 500 000. Ouais, non, c'est rien. Donc voilà. Donc il faut une compétition tous ensemble pour trouver comment on résout cette équation. Et ça génère à fond des nombres aléatoires. Ce qui fait que forcément, ça consomme évidemment de l'énergie. Et c'est pour ça, peut-être que vous avez entendu dire que Bitcoin ça pollue. Bitcoin lui-même, c'est plus que la consommation d'énergie. Le Danemark, par exemple, c'est pour ça. Parce qu'en soi, à travers le monde, tu as des ordinateurs qui tournent en permanence. Là, je devais vous parler des concepts de difficulté, mais on l'a déjà dit juste avant, c'est justement l'équation en question à résoudre. C'est un certain nombre de zéros précis dans le résultat. Et ça, tu ne peux résoudre que cette équation en générant des nombres aléatoires. Tu es obligé justement de bombarder en termes d'électricité.
ouais, excuse-moi. Ouais. On est fixé en tout cas sur un système. Et quand tu appliques, par exemple, t'es pas à la bombe, tu pas sur les systèmes. C'est même encore plus rare. En termes de valeur de rappel. C'est une mesure liée à la. Je sais pas. Mais ouais, c'est bon, voilà, c'est pas que c'est vraiment générer des nouvelles. Et la forme. Parler du village. Le village, c'est les entreprises, dont le but c'est de faire un village. C'est le fonctionnement, c'est le coût d'électricité. À la base, à tous, c'est ça. C'est pas un et justement, pour être profitable, il faut que le soit inférieur à pas cher, surtout et quand une éolienne, panneau solaire tourne et que le reste de la population n'a pas forcément besoin assez de ce moment-là. Il y a des mineurs qui peuvent très bien dire, moi les gars, là, ce que je peux penser, c'est un moment où la commande n'est peut-être pas. Euh, Ça peut aussi servir avec ça, je crois que Texas, c'est pas mal maintenant. Il y a à des moments, c'est très difficile en fait de mentionner de comment organiser un système électrique ou savoir à quel moment il faut les systèmes. Il y a beaucoup de boîtes de village. Quand ça débarque dans le blanc, il y a moi, je me à des moments où tu attendais partout. Tu achètes des peuvent être utilisés en base à aussi des sources d'énergie. Par exemple, quand tu as disons, le total va chercher des quand tu peux au sol, forcément, avec le gaz, voilà. Pour l'instant, la meilleure solution de l'agriculture contre ce méthane que vous souhaitez avoir, c'est le méthane. Vraiment, c'est moins pire que le lycée. Avec ce qu'on a ça, très bien le mettre sur l'île, et tous les à partir de ça, on fait de même. Et tous ces trucs-là, quand tu vois les articles, parle pas aussi. Il y a même des articles scientifiques, par contre, tout intéressant. C'est pas mal en fait dans le sens où quand tu vois avec ça juste avant, la quantité, avec ça le shake, la quantité de puissance du congélateur dans le réseau, ça marche pour quand tu vois avec le HM, ça,
C'est juste que leur diplôme qui est en dessous, tu remplaces le stand. C'est pour tu reçois la somme, féminage, là, on parlait premier niveau du processus, et après, utiliser ça, nous, ce qu'on propose à cause s'appelle la propre enjeu. L'idée, là, c'est que nous prenons l'étude, tu engages tes études dans le process. Donc, plus tu mets d'argent dans le système, moins forcément tu vas t'inciter à faire de la merde pour pas tout le monde. C'est vraiment ça la philosophie derrière. Plus d'argent tu mets, moins de chance tu vas d'être ailleurs. Il y a plusieurs factions, segments. Si c'est une fonction de blockchain, tu obtiens le droit de back le code, non plus en général. La forme de Bitcoin, mais là, c'est encore un peu aléatoire, mais ça dépend surtout de l'argent. Tu mets de l'argent dans le système, tu as le pouvoir de et quantité de mineurs pour la première fois, qui s'appelle un validateur. Pareil, soit la façon de Bitcoin, la façon de faire. C'est un des arguments d'ailleurs c'est c'est plus nuancé que ça. Parce qu'au final, tu pourrais essayer de te dire qu'il n'y a rien de plus safe et théorique que de fonctionner physiquement. Et d'un autre côté, si ta blockchain, parce que là, la sécurité de ça, ça dépend de la quantité d'argent qui est consommée. Si tu peux le faire, 500 milliards, ouais, 500 milliards, c'est beaucoup d'argent, donc comme ça. Bah, euh, il y a un système de vote dans le processus, pas, pas au niveau que toi, tu vas valider ton vote, tu as plusieurs personnes, plusieurs validateurs, qui ont chacun de l'argent engagé à l'enfant, et le validateur bloque l'entité et choisit en fonction du nombre d'argent qu'il y a. Plus tu mets de thunes, plus tu as de chance d'être validé. Au final, toi, à partir du moment où tu es venu, tu vas proposer, tu dois que ce soit ça, l'argent. Et après, ça dépend des besoins. Si ça ne veut pas derrière, on donne le rapport. Problème, ouais, il y a une chose, c'est un problème de
c'est vraiment tout ça, ça on pense à un peu, et après, vous dites, ah merde, l'électricité, je pense à la la gagne, ce qu'ils veulent faire, c'est la création de blocs. Là, qu'est-ce que nous avons? Ce qu'ils veulent faire, c'est la validation. Ça, ce qu'on a fait dans le bloc, c'est le reste de ce que j'ai fait. Effectivement, ça, en plus du fonctionnement de procédure, c'est plus simple de rejoindre un processus avec les autres. Parce que là, c'est des machines qui sont moins puissantes. C'est déjà beaucoup de concepts slash et c'est comment est-ce qu'on assure que le validateur à l'instant T ne fasse pas de là, l'idée, c'est d'ajouter des règles, des conditions donc le site de l'interaction d'avoir son rapport de travail soit petit à petit, soit utiliser, il y a des travaux qui existent, par exemple, ça s'appelle on peut utiliser, ça peut être utilisé dans des situations fermées, au sens où les participants sont connus, c'est trois personnes. Ça, c'est absolument rien. Alors, l'entreprise qui veut faire ça, c'était du conseil, c'était mon boulot de leur dire que c'est de la merde en fait, parce que ça fait pas ça. Le but de chaîne, c'est d'avoir de la définition, déléguer ça centaines et des centaines de participants dans le monde. Après, si tu as que trois personnes qui se connaissent tous, une base de données, ça, j'avais un peu parlé tout à l'heure. La question, c'est de l'autre. Quelle est la prochaine une sur le policy, chez l'Ethereum, c'est le système de vote. C'est la somme de tous les votes pour le développement. Et certains moments, à ça, certains moments, donc, on va considérer que c'est suffisamment safe, suffisamment safe, le terme assez élevé. C'est un peu tout pour les ados, parce que c'est là, les briques de base. Ouais. Ça. Si, si, mais c'est la preuve est tellement négligeable. C'est pas ça que vous pensez. C'est vraiment comme ça à chaque fois. C'est des hypothèses. Ensuite, ça, je vais parler au début, ça, je vais parler aussi encore une fois, c'est aussi très pratique. Là, un système de paiement qui permet de pas faire confiance sur le flux. Donc, soit, ça va.
fois qu'on dépose tout l'achat à l'avant, c'est la banque. Donc, s'engage à trouver tout l'argent par voiture, c'est le cas. Soit, si tu bats sur le compte, et 100 000 balles, bah, c'est vraiment basé sur cette philosophie-là, c'est parce que l'âge-là, c'est parce que c'est un concept de balade, pas balade. C'est pas là, on peut pas quelque chose comme ça. Donc, même c'est toi qui le tiens quand même. Quand nous, quand même, et ça m'est fait longtemps faire comme ça. Mais mes parents n'ont pas pu accéder à la laisse. Parce que il n'y a pas de temps, il y a pas de vitesse, toujours le temps, la banque, l'argent, on a beau mais en fait, là, en France, tu as les banques qui garder certaines actifs. Toi, je vois que tu es dédommagé à hauteur de 100 000, tu as comme ça. Il y a certaines règles, les gens peuvent faire passer. Le concept de centralisation amène beaucoup de choses. Par exemple, à la censure, est-ce que est-ce que la liberté, c'est des questions aussi assez philosophiques. Est-ce que le fait de d'avoir le droit absolu de l'éducation, est-ce que le concept de confidentialité soit ou pas, est-ce que la confidentialité sur Internet, ça ne peut pas? Tu peux toi-même, c'est le but. Ton portefeuille est capable de se connecter directement à l'Ethereum et tu peux envoyer, c'est bon, pour l'instant. Alors, très bien, c'est sûr que ça, pas sûr. Ah, le plus simple, c'est donc tu fais par exemple, vous pouvez retirer, vous pouvez retirer, et puis, là, tu peux la passer. Ça ne passe pas, sur la ouais, bah, même si on c'est pour ça que souvent, on faut retirer de l'argent et ça, j'en parle. Tu peux, c'est cool de se trouver une toi-même. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Est-ce que tout le monde ne peut pas le faire? Est-ce qu'on ne pas quand même faire ça? Aussi, dans cette philosophie-là, au final, parce que c'est très. C'est des sites les premiers qui peuvent à chacun la la liberté c'est pas possible.
Il y a des plateformes qui vont être confiants en moi, par exemple. Il y a des plateformes, par contre, au lieu de pouvoir avoir je sais tout à l'heure, c'est pas j'ai dit, simplifier c'est vrai que moi, j'ai fait toute la structure, ça fait partie des problèmes. Initialement, tu avais une idée, et en pratique, la pratique va pas forcément ça, c'est ça. Quand ça se développe, là, la tech, bon problème, et ça me donne. C'est important, le concept de l'OPNS. Par la transparence, tout accessible, ce que c'est bien, ce que c'est mal, là, par exemple, une entreprise n'a pas forcément un goût qu'elle fait sur un truc de valeur. Est-ce qu'elles sont oui, ouais. C'est cache-toi de leur pouvoir, que ta maison brûle ou un problème, est-ce que c'est un problème? C'est un problème juridique surtout. C'est que quand tu fais une transaction, tu vas devoir payer des frais de transaction. Les frais de transaction, en soi, c'est l'anticipation du système. Chaque action, chaque action va coûter une certaine quantité de frais pour empêcher que on parle de frustration. Le problème, c'est que de temps en temps, ces frais-là, ces frais-là peuvent être assez élevés. Là, j'ai fait un peu d'exploration un peu sur l'art. Sur l'art, c'est absolument inutilisable. Ça, c'est un gros problème. En fait, pourquoi il peut y avoir ces pics de facturation? C'est qu'une blockchain a une certaine limite sur la capacité
la sous-production, tout qu'elle peut gérer à c'est très compliqué. Ça, c'est un pur et forme. C'est pareil, il faut prendre l'action. L'utilisateur oublie le trop flac. Parce que les valeurs sont en fonction si tu mets le frais avec la transaction, tu as la chance de voir ce point de performance, de transaction, de capacité, voilà. Avec ça, la scalabilité, d'être monté en charge. De ce moment, scalabilité, c'est voilà, c'est la prochaine. Tu dois learn Ethereum, c'est 7 transactions par seconde, c'est très peu. C'est 15, il y a deux blockchains comme Solana qui ont 700. Et donc, pourquoi est-ce que on n'utilise pas plus de blockchain? C'est pas une c'est l'image que je mets. Pourquoi on n'utilise pas plus Solana à la place de Bitcoin et Ethereum? C'est avec ce concept-là. Il se dit que dans le cas du réseau blockchain, tu ne peux attendre que 2 sur 3 de ces propriétaires. On peut dire que Bitcoin et Ethereum, ils se situent peut-être que entre la lance, là, là. Mais en tout cas, tu ne peux pas avoir parce que demander sur la flexibilité de chaque fois, je pourrais répondre un peu plus facilement sur ça, c'est similaire. Il y a un peu lent, mettons que toi, tu es choisi, tu vas dire au reste des participants au vote, dans le vote. Ce qu'il va faire, c'est des votes et d'échanges d'informations. C'est la stratégie. Ce concept de c'est ça l'idée. Répondre un peu à la question à la merci. J'avoue que parce que, en tout cas, ce que tu sais, c'est que la majorité des fans de Pokémon, des gens qui connaissent des gens qui utilisent, considèrent la décentralisation de sécurité, c'est quand même vachement important pour tout le monde. Forcément, tous les projets,
ils considèrent comme étant les deux blocs opérationnels. Et c'est quand même chiant d'avoir à payer pas 200 $ de cette conversion d'avoir de faire un truc. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter cela? Bah, en fait, ce qui se dit, c'est qu'on n'avait pas réussi ça directement. On avait faire, c'est créer des espèces de sous-blockchain dans l'environnement des infos. On va créer des espèces de sous-réseaux, sous-blockchain. Toi, en tant qu'utilisateur, tu vas plutôt préférer utiliser ce type de voilà, on parle de contexte, en pratique, tout ça est facilité à fond par les applis de moi, même peut-être pas forcément. Donc, nous, en tant qu'utilisateur, on va utiliser des blockchains qui sont très peu chers et rapides. Et avec les avancées qu'il y a à ça, c'est sous blockchain, ce qu'on peut faire, c'est d'enregistrer des informations sur elle, sur blockchain, c'est la GameSafe, le programme, sur le réseau-là, et du d'avoir parlé ça, c'est des liens une blockchain qui se trouve au-dessus au final, avec ça, je ne sais pas si ça se rapproche. Ça, ça, si, avec ça, je vais parler ça en détail. Je pense que si vous n'avez pas de questions dans les photographies, sur les sur Bitcoin, plusieurs fonction de hachage, photographie à fonction de hachage, une fois qu'on a vraiment parlé tout à l'heure, c'est une fonction mathématique où je vais vous donner une entrée, je vais dépasser dans cette fonction, et à la fin, ça te sort une sorte de ligne, c'est le chiffre avec son hash. En fait, à partir du hash, tu peux pas remonter à la donnée initiale. Changeons, ne serait-ce qu'un petit peu la donnée initiale, je donne un résultat complètement différent. Le hash peut toujours avoir un petit peu de faire de pas totalement différent. Ça, c'est un bloc, une brique qui est le hash utilisé. C'est pour ça que c'est qui était de sécurité, intégrité de la donnée, ça veut dire euh, s'assurer que la donnée n'a pas été modifiée. Ça va forcément, si la donnée fonction d'achat, si de changer qu'un tout petit peu ta donnée initiale donne un résultat complètement différent, forcément, tu vas passer. Il y a aussi une histoire d'optimisation de stockage, etc. Ça, c'est pas ça. L'autre groupe de gens, c'est je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est pas si en général, les ça va être deux grosses familles de pouvoirs. C'est assez rapide. La fille, c'est la science des codes secrets. La première famille c'est la fille symétrique. Ça, c'est on a un niveau caché exploitant. On a en face, on fait passer pour pas 5 ans et ça vous sort un résultat chiffré.
Ah, c'est une seule clé, une seule fonction, et qui peut déchiffrer. Ça, c'est en tête. La personne qui suit, la personne qui suit, ouais, c'est la vie, le plaisir, voilà, la vie, pique, pas simple, texte. Là, l'idée, c'est qu'il y a deux types de clés. Une clé, c'est bien, on ne peut pas, là, c'est le chiffre, série de chiffres, là, une clé, pique, c'est là, presque, et derrière, parce que déchiffrer, comme tu l'as. En gros, ce qu'on dit, c'est qu'avec le message, dans le cadre de blockchain, dans le cadre des blockchains, ça, c'est présent partout, surtout dans le concept de wallet. Un wallet, c'est la paire de clés publiques et privées. C'est un peu différent de la privacy, mais c'est bon, même derrière. Ces clés-là, c'est que quand tu regardes la photo, tu là, le premier, orange, voilà, c'est comme très puissant politiquement. Parce que pour pratique, on utilise la fonction mathématique qu'on utilise. euh, c'est extrêmement complexe avec des chiffres extrêmement. Ça, il y a ça, changeons de théorie, ouais, c'est privé. Avec la clé privée, tu peux recréer la clé publique, mais l'inverse, pas. L'adresse principale de la blockchain est dérivée de la blockchain. Fonction de la blockchain, c'est donc les 4 premiers caractères, voilà, on fait un hash pas, en tout cas, ça l'adresse. L'adresse, c'est ce qui te désigne sur la blockchain, c'est ce que je peux par rapport à l'accès privé, c'est le secret, toi, tu ne le partages pas, parce que c'est ça qui permet de cibler tes transactions, de certifier.
Euh, Ethereum, on a parlé beaucoup de Bitcoin, des briques de la blockchain, etc. C'est-à-dire Ethereum, la deuxième blockchain, sa crypto de base, c'est Ether, validateur, c'est Ether, ça me fait c'est Ether, voilà. Tu les transférer l'argent, tu mets le prêt, une importante d'Ethereum. Ethereum, de base, sa philosophie, c'est d'être une sorte d'ordinateur mondial. Toi, en tant que développeur, il y a des applications et des utilisateurs peuvent vraiment sur Ethereum, ça, c'est machine et le logiciel Ethereum permettent d'exécuter. Il faut savoir si vous faire des calculs un peu plus complexes. Donc, on a un ordinateur mondial. C'est été créé par qui s'appelle c'est pas toujours derrière, comme ça, on peut pas finir là. Pour se financer, ils sont arrivés avec ça facile aussi, c'est Michel Cohen, ça. Où le délire, c'était en échange Bitcoin, te promettait une nouvelle crypto. Grâce au Bitcoin qui est en ça permet aux développeurs de centraliser. Si le mot est un peu feu ou fort, si les entreprises sont derrière, ça sera les pour nous. Au tout début, c'est pour voir comment Bitcoin était comme ça, et c'est plus simple de coucher un truc. Les développeurs, les ingénieurs sont super fainéants. Si tu veux te permettre de copier-coller un truc, puis tu vas le faire. Et du coup, c'est beaucoup plus fort. Il n'y a pas longtemps, ils ont fait changer complètement leur algorithme. Une manière de valider les blocs, c'est bon, là, je ne vais pas en parler, mais il y a des spécificités forcément aussi d'algorithme. Par exemple, pour être validateur, il faut que toi, tu aies un ou deux étapes, pas mal de sous. Moi, je n'ai pas beaucoup de termes, mais j'aimerais bien participer. Donc, c'est ça, ils sont associés au système. Et nous avons encore participer les applications des permettent des expérimentations, pas mal de finance, principalement, sur artificielle de système, sur le société aussi, par exemple, ces entreprises qui sont créées c'est marrant, il y a pas mal de trucs. Super utilisé, ça reste une niche comme peine, mais c'est plus expérimental. Surtout, je pense, que le concept qu'on s'appelle la finance, c'est mais je vois que vous avez d'autres branches là-dessus. Et ça reste un peu. Tous ces déploiements-là, aussi, des développeurs d'applications sur ces applications, on appelle ça des smart pratiques pour dans le sens où c'est pas vraiment des contrats, c'est pas vraiment ils vont autonomes aussi. En soi, c'est des applications, des programmes qui sont faits par des développeurs qui sont smart. Enfin, je
Soit là, mais sur la prochaine, en code, peut être changé une fois que ça peut être sympa pour ça. Tiens, à citer sûr que ton programme béton armé, de ne pas pouvoir le changer, ça peut être sympa pour les développeurs ne peuvent plus y accéder, que je peux pas sauf que c'est comme ça, en pratique, on peut pas le problème, c'est que vous, la faille te coupe de l'argent, de l'argent que tu l'as fait, ça me change. Il y a des processus techniques, développeurs, de pouvoir changer de laissement à une carrière, mais du coup, tu vas souvent faire ça, c'est générique, mais sur les programmes de terme. Avec sens où il va toujours faire les mêmes ouvrages, peu importe l'environnement. Alors, nous, ça me ressemble à ça. Alors, ça, c'est un programme de base. Le développeur de pouvoir le langage, c'est ce outil. Pour les applications, par exemple. Après, il peut y avoir des variantes. Donc, c'est là où il y a plus d'applications. Ça, c'est outil. Est-ce que c'est open source? Ah. Quand on code est publié sur Internet, et pas publié tel quel. Si je le fais comme ça, il n'y aura pas. Je regarde, je ne pourrais pas voir qu'il y a une fonction gauge. Comme n'importe quel programme, c'est compilé. C'est cette compilation-là qui est. Et les développeurs, très bien certifiés, permettre aux autres d'y accéder comme ça. Mais par défaut, et après, c'est la philosophie, c'est quand même soit ouvert, soit ouvert, ouais. Et applications, des applications qui soient une plateforme descriptive sur la et le truc, eux, ils se disent, dernière mention, bah, mon programme est quand même ceci, moi je suis une entreprise, donc je vais un peu cacher ce que j'ai fait dans un peu de tout ça avait fait depuis, parce que c'est contre la. En fait, c'est pas alors, si, c'est plus, en fait, c'est plus, maintenant, c'est plus miné. On va, c'est du proof of stake. Proof of stake, c'est le mec qui valide des transactions, vont aussi recevoir, c'est dans chaque fois qu'il valide. Ouais. Non, enfin, en fait, il y a un validateur officiel à chaque fois, à chaque bloc. Le mec valide, hop, il va recevoir, je sais plus combien c'est, je gagne. Bah, il valide. Vous êtes en marteau, c'est comme les mineurs. Hein. Il y a qu'un mineur à chaque fois qui se parle là. Enfin, ça, c'est une question de code. Euh, lui, par exemple, si je publie celui-là, je ne pourrais plus y toucher du tout. Donc, voilà, le système qui permet
changer dans le moment. Euh, Passe. La réponse officielle, c'est la culture. Mais les créateurs sont très peu nombreux. Affirmer. Si quelque chose, j'en vais voir. Une religion, pardon, dans la forme. C'est pas. C'est plus que par rapport à ce qu'il a fait dans son passé, par rapport à ça. C'est pas bien. C'est passé. En fait, déjà, la question de savoir est-ce que c'est la et est-ce que c'est bien, pas bien arriver sur Ethereum, ce qu'ils ont fait, c'est que certes, l'argent vient une fois qu'on le développe, quand je fais une opération, chaque opération, vous pensez pas qu'ils sont ça dépend de ouais, Ethereum, Activation, c'est pas aussi bien pensé que après c'est même pas tout en fait. C'est bien pensé comme ou est-ce que là, tu as mis ce niveau-là, tu peux te dire que Bitcoin, c'est un meilleur, c'est ça. D'accord. Euh, bah, en théorie, ouais, mais enfin, je ne peux pas décoder le code, ouais, mais je l'irai toujours de la même manière. Il va y avoir une partie qui est, par exemple, le code, une partie de fonction, une partie de super ça, souvent, ça peut se calculer. C'est clair. Ah, ça, de manière absolue, il y a pas mal de petites choses. Euh, c'est ça, ça, c'est pour illustrer le langage de programmation. Et aussi retrouver à Silica avec le JavaScript, par exemple. Euh, alors, je pense que c'est. Enfin, donc, tu peux retrouver. C'est grosso modo le même concept de programmation de data avec le concept de valeur plus. Tout à l'heure, je parle des frais de transaction. Là, je parle de frais de transaction. Voilà. Sur Ethereum, c'est un nom spécifique qui s'appelle le gas. Et le gaz, c'est une certaine unité qui te permet de mesurer l'utilité puissance de calcul dont tu as besoin pour exécuter telle ou telle action dans notre système. Tous les utilisateurs paient des frais de gaz ou de connexion.
au niveau des cas d'usage, ça, les smart contracts, pour une finance, moi, c'est centralisé. C'est décentralisé, par exemple, décentralisé des banques. Il y a des protocoles qui permettent de faire des déposer dans c'est facile. Là, des protocoles qui livret A, donc tu déposes ton argent et dans ce genre de choses. C'est marrant. Il y a des trucs aussi, avec le board assets, c'est mettons que tu es, un exemple de mettons que tu es une maison, tu peux très bien représenter ta maison sur la blockchain avec un contrat et permettre à des gens d'acheter une partie de la maison derrière et tu vois, quand tu fais par là, tu vas avoir tout le monde, si on veut mettre sur la blockchain, chose qui existe déjà. C'est un peu dommage. C'est une innovation. Ah, des trucs ça. Les NFT, parler de ça, c'est pas vraiment une innovation. Ce marché se là. C'est voir créateur de d'art. Il y a des systèmes aussi qui s'appellent DAO, application décentralisée. C'est une nouvelle manière de structurer la population en situation de qui va créer avec des ces armes d'appel de diable. Ce qui est important, c'est que c'est assez sympa, c'est que ce qu'on a, les smart contracts sont liés, tout le monde peut connecter, interagir avec, ce qui fait que aucun des utilisateurs peuvent interagir avec tel protocole déjà déployé, par exemple tel protocole de finance, et pourquoi un autre protocole ne pourrait pas aussi interagir avec ce une système qui se crée avec le protocole central, qui sera donné, qui sera mais tel, tel projet, tel smart contract peut interagir avec tel ou tel autre projet. Sauf que pour interagir, il faut bien qu'ils se mettent d'accord sur une manière de coder une code. Standard pour voir ce qui est. C'est ça qui va être. Les standards, par exemple, on veut créer que plutôt que finalement. Ça, c'est le nom barbare. Barbare et c'est ça. Tous les tokens vont avoir les mêmes bases. Au niveau des problèmes, comment est-ce qu'on peut réguler tout ça? Au niveau des régulateurs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ajoute le même cadre légal? Est-ce qu'on fait un nouveau? Tout ça, c'est pas trop décidé. Qu'est-ce qui est j'ai même par exemple, j'ai Bitcoin, c'est comme ça. Donc, matière première, elle doit être arrêtée aussi, tout ça, elle est vraiment légalement le rôle des développeurs. Oui, ça, c'est pas ça. Forcément, lié aux performances, cette correction est liée sur le ça, c'est une question qui se fait de plus. Taille, en fait, c'est plus difficile. Par contre, je peux participer à ce qui va falloir. Même si c'est bien pour ça, c'est bien. Le projet, dans le développement, soit, d'accord, donc pas tout le temps. Alors, c'est quand même un cas. Peut-être que
système pour toi, tu as un système, ça fonctionne tel quel à constater.